Attention, vous écoutez un programme audioactif. Bonjour à tous et bonjour à une personne en particulier, car oui, c'est un épisode spécial de Geek en série que nous enregistrons. Ouais. Déjà, je veux dire bonjour à James, ça va ? Bonjour. Par contre, je suis pas d'accord sur le Geek en série. Moi, je trouve que c'est un mais écoute, en fait. C'est considéré comme une mini-série avec des petits épisodes. Ce n'est pas un ciné-blabla. Et ben, on peut dire que c'est un crossover. Ça va, t'es content ? Donc, je peux le leader alors. Non, c'est moi qui lead. D'accord. Ça commence bien. Donc, c'est un épisode spécial bonus. Ouais. Qui est en fait le premier épisode qui a été débloqué et choisi par un auditeur et d'ailleurs une auditrice grâce à un don sur Tipeee. Ouais. Donc déjà c'est les 20 €, je crois. Voilà, c'est un truc de folie. Ouais. Donc déjà, on voulait beaucoup la remercier et je te laisse donc citer son nom car cette émission lui est dédicacée. C'est et qu'elle ose pas dire son nom parce qu'elle pense qu'elle arrivera pas à le prononcer comme il faut. Ce pseudo, j'aime pas. C'est Daisuke son pseudo. Daisuke, ouais. On la remercie beaucoup. Et on est désolé parce qu'on a mis un peu de temps à la faire cette émission, mais il fallait ça pour Moi, parler. Je sais pas si je la remercie. De la caverne de la Rose d'Or. Alors vous avez pas vu James. Déjà, ce que je peux vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que la vision de la caverne de la Rose d'Or a provoqué un espèce de choc chez James. Ouais. C'était très très drôle. J'aurais dû filmer sa réaction. C'était magnifique. C'était vraiment de la torture ce truc. Donc voilà, elle a débloqué du coup cet épisode spécial qui était donc sur une liste d'idées qu'on avait envie de et c'est moi qui ai de traiter. Et c'est James qui a dit faisons la caverne de la Rose d'Or. Je lui ai dit tu es sûr ? Et il m'a dit oui, allons-y, banco. Écoute, je voulais regarder les pralines parce qu'il y a Dr Pralinus qui a fait toute une série de vidéos sur qui a fait une vidéo. On essaiera de mettre le lien dans la description de cet épisode. Et je m'étais dit je vais la regarder avant de parce que j'avais pas vu la caverne de la Rose d'Or, j'avais juste vu cette vidéo et ça m'avait fait beaucoup rire. Ah mais c'est très. Et je l'ai pas revu depuis. J'aurais dû, j'ai oublié, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est la vie, c'est pas grave. Tu as l'œuvre brute, c'est encore mieux. J'ai pas tout vu, en si vous voulez faire comme Daisuke et que vous voulez nous soutenir, donc vous allez sur Tipeee, il y a différentes contreparties. Et à partir de 20 €. Voilà, vous pouvez donc débloquer une émission parmi une liste qu'on a donnée. Ça peut être genre certains sujets qu'on avait envie de retraiter un peu plus parce qu'on n'avait pas pu le traiter avec le temps nécessaire. Ça peut être des petites comme la caverne de la Rose d'Or, des choses un peu nostalgiques. Et spoiler, il y a un autre truc qui a été débloqué et qui arrivera bientôt. Qui arrivera plus après. C'est ça. Et la liste sera mise à jour continuellement. Faut qu'on enlève ce qui a été pris, qu'on rajoute des nouveaux. On l'a pas mis en public, non. On l'avait. Non, on l'avait mis sur le Tipeee. Oui, James, tu as oublié. Je vois que la caverne de la Rose d'Or t'es déjà marqué pour vous. On m'a fondu le cerveau. Donc voilà, écoutez, on essaye de vous proposer des choses avec nos moyens pour vous remercier de votre soutien. Donc on espère que ça va vous plaire. Surtout cette émission-là, parce que je sens que James, il va peut-être pas arriver jusqu'au bout. On a pas mal de. Est-ce que tu veux qu'on mette parce qu'il y a, j'ai regardé sur YouTube s'il y avait des petites bandes annonces pour mettre comme on met là. Il doit y avoir des bandes annonces Gulli ou M6. Il y a une très belle bande annonce Gulli, si vous voulez. Je vous mets sur les soirées féeriques de Gulli. Écoute, on s'écoute ça, puis après on fait un petit point sur comment on a découvert la caverne de la Rose d'Or. Bon, toi on sait déjà, mais moi je vais expliquer un peu mon historique. Vas-y. Pas un homme n'a été capable de me vaincre en duel. Mais une femme peut vous vaincre. Qui est assez fou pour se frotter à une princesse intrépide et amoureuse? Je ne connaîtrai pas de repos tant que je ne les aurai pas séparés. Il ne faut pas sous-estimer le terrible pouvoir de la magie. Je n'ai pas peur de tes pouvoirs magiques. C'est bien téméraire, noble chevalier. Nous sommes du côté du bien, du côté de la justice. Nous les sauvons. La caverne de la Rose d'Or, 2e soirée, vendredi, 20h50 dans les contes de Gulli. Donc c'était cette magnifique bande-annonce de Gulli. D'ailleurs Gulli, super chaîne qui passe plein de super nanas. Il repasse des trucs. Il y a beaucoup de trucs. Là c'est italien, mais je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Il y a des trucs allemands. Il y a des trucs allemands tirés de contes de fées qui sont ignobles. C'est magnifique. C'est ignoble. J'ai une passion pour les téléfilms allemands. TMC le dimanche matin, il passe des trucs comme ça aussi, mais ça.
Ah mais c'est écoute, moche. les Allemands en téléfilm issu de contes de fées et téléfilms de Noël, c'est fantastique. C'est fantastique. Le téléfilm tout court, hein, parce que le téléfilm de M6 de allemand. Téléfilm policier, c'est très lent. On l'avait avec les séries policières comme Derrick. Ouais. Voilà. Bon. Mais est-ce qu'on mettra Derrick ou le renard dans la liste Tipeee? Purée. Alors là, c'est sauvage. Là, c'est sauvage. Je préviens, je regarderai pas Derrick en entier. On va mettre Taggart. Non. Pour ça. On va le mettre Rex. Mason. Ah oui, Rex. T'as vu tout ce qu'on fait pour gagner du temps? On n'a pas envie de parler de la Mais non, moi j'ai très envie. Alors oui, je voulais vous dire, moi la caverne de la Rose d'Or, comme beaucoup de gens, je l'ai découvert dans les années 90 sur M6. D'ailleurs, ça a commencé en 91 et ça s'est fini en 96. Et donc au départ, moi je l'avais découvert, c'est passé le samedi après-midi. Il passait souvent des petits téléfilms sympas. J'avais découvert d'ailleurs la première adaptation de Anne, tu sais, la maison des pignons verts. Ça s'appelait Le bonheur au bout du chemin. C'était J'en ai je ne sais pas. C'était pareil, c'était une série de mini téléfilms comme ça qui était assez sympathique. Italien? Non, c'est ricain. Et dedans, il y avait une actrice qui joue en fait la reine Catherine dans Règne. Pour ceux qui ont vu la série Reign. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai découvert la caverne à Rose d'Or. Et en fait après, ils ont passé Dinotopia dans. Dinotopia, magnifique. Et donc ensuite ils ont passé les autres épisodes donc de la caverne de la Rose d'Or. En fait chaque année à Noël. Mais je crois que c'est une coprode française, non? Alors au départ c'est italien, mais après justement comme ça a marché, il y a M6 je crois qui a mis des sous dedans. Et d'ailleurs je vais te dire ça tout de suite. Donc sachez que le titre original n'est pas la caverne de la Rose d'Or. D'ailleurs on va essayer de comprendre pourquoi ils ont décidé d'appeler ça en français la caverne de la Rose d'Or, parce que vous allez voir c'est un truc complètement anecdotique, on peut le dire. D'ailleurs, c'est même pas une caverne de la Rose d'Or, c'est même pas une Rose d'Or. Enfin, on va y venir dans quelques instants. C'est très très trompeur. Je te le prononce. J'ai fait l'italien moi quand j'étais petit. Alors, vas-y, dis-nous le titre italien. Fantagiro. Bon bref, c'est Fantagaro mais en italien. On va pas s'embêter. C'est très très loin. Merci. Donc c'est italien, ça a été produit par la chaîne 5 en Italie, Canal 5 en Italie, voilà. Cinco. Voilà, Canal 5 si tu veux. En direct, tu prononces à l'espagnol. Mais moi j'ai fait espagnol, j'ai pas fait italien. Moi j'ai fait les deux. C'est parce qu'en Savoie, tu fais italien en primaire. Bah parce que vous avez la Suisse. On a l'Italie à côté. Ah oui, il y a l'Italie aussi, voilà. Bah la Suisse et l'Italie c'est à côté. Hein. Mais je sais pas, moi. La géographie est faite, ça fait 4. Mais déjà je me perds dans Montpellier, donc qu'est-ce que tu veux que je fasse? Bon bref, sachez que en fait cette série est une création de Gianni Ronoli, d'après en fait un conte de fées populaires qui en fait avait été mis dans un bouquin de nouvelles comme ça avec plein de petits contes. En fait, le conte à la base il fait 3 pages et j'ai l'impression que après je suis en train de c'est une totale spéculation, mais j'ai l'impression qu'en Italie il y a beaucoup de contes. Eh bien oui. On voit Pinocchio. Enfin il y a et même ils ont pas le Père Noël, ils ont la merde. Non, c'est une sorcière bouffonne. Ah oui, on a vu un reportage une fois, je crois que c'est Bouffane. Bah vérifie pendant que je dis qu'est-ce qu'il a fait sur. J'ai pas mon portable, il est là-bas. Et alors sachez qu'à la base le gars qui a écrit le bouquin, alors attendez, j'ai son nom, je vais vous le retrouver. Même Krampus, il y a pas un truc? Ah non, Krampus c'est plus. Krampus ça a rien à voir, c'est plus le nord de l'Europe. C'est ricain ça, Krampus. T'es sûr? Non, je pense que c'est plus scandinave en tout cas. Le film est ricain. Ça y est, j'ai pas mis le nom du mec qui a écrit le bouquin. C'est pas grave. Hein. Bon bref, en tout cas, sachez que le gars qui est l'auteur en fait du livre, ah ben voilà, je l'ai devant moi en plus. Ça y est, je l'ai retrouvé. Alors le bouquin date de base de 56, donc c'est paru dans un recueil italien et en fait, celui qui a écrit le livre a écrit des livres de philosophie. D'accord. Gardez ça en tête, ça peut toujours servir. Et sachez donc que le créateur de la série a aussi fait d'autres téléfilms qui sont aussi passés sur M6 que vous devez connaître comme Desideria et le prince rebelle. Je pense que ça doit vous parler. La légende d'Alizéa ou encore La princesse et le pauvre. C'est des choses qui passaient pas mal le samedi ou pendant les fêtes de Noël. Bon, c'est dans la même veine que la caverne de la Rose d'Or, voilà. Bon, moi je regarderai pas alors. Voilà. À la réalisation, on retrouve Lamberto Bava et ce nom doit vous dire quelque chose parce qu'en fait, vous êtes fan de films. De Giallo. Voilà, c'est le fils de Mario Bava et d'ailleurs en ce moment il y a une rétrospective de son travail, je crois à la Cinémathèque à Paris, si je dis pas de conneries, donc si vous êtes dans la région. Mario Bava ou Mario Bava. Le fils. Non, le fils.
Bah, le fils, après, il a réalisé Desideria, Princesse Rebelle et tout ce que j'ai cité avant, tu vois. Donc, mais sachez que le fils, avant, il a quand même été assistant. T'as pas dit ce qu'avait fait Mario Bava pour les Mario Bava, excusez-moi, oui. Donc, c'est un peu le père du Giallo, c'est-à-dire un peu. Je peux dire c'est ce qui a inspiré entre guillemets le slasher. Ouais, film slasher. Enfin voilà, donc c'est très Suspiria, ce genre de truc. Suspiria, c'est pas lui. Non, mais c'est du giallo. Je pense pas qu'on peut. Okay. Enfin, je sais pas si ça peut être considéré. Oui, bah, c'est possible. Je veux pas dire de conneries, donc. Je suis pas une grande spécialiste. J'en ai vu pas mal, mais je suis pas une grande spécialiste. C'est un genre très particulier, très codifié. Très codifié avec des tueurs qui tuent, des tueurs masqués. Je vous renverrai sur la chaîne, je crois, le coin du bis. Il me semble qu'ils en avaient parlé dans une vidéo. Crost, non pas Crost, dans Chroma ils en ont parlé. Oui. Exactement. Et donc du coup, Lamberto Bava, avant de faire La Caverne de la Rose d'Or, il a été assistant sur les films de son père et il a été assistant justement sur les films de Dario Argento aussi. Ah ok. Donc voilà, donc quand même entre ça et La Caverne de la Rose d'Or. Et sachez qu'au départ, son père, donc Monsieur Mario Bava, avait en projet justement d'adapter La Caverne de la Rose d'Or, donc d'adapter Fantagaro. Mais bon, ça aurait été, je pense, totalement différent parce que ça aurait été déjà beaucoup plus graphique, beaucoup plus beau, et je pense que ça aurait été la réalisation plus travaillé, ouais. Non, mais il y a des trucs 10 fois mieux. On va en reparler, mais oui, c'est pas le pire truc de Fantagaro, mais est-ce qu'on va appeler ça Fantagaro parce que La Caverne de la Rose d'Or. La Caverne de la Rose d'Or, le problème, c'est qu'en fait, c'est un truc qui est mentionné une fois dans une scène qui est en fait un c'est test. La VF. Pourquoi la VF? C'est la VF. Mais surtout que c'est même pas une rose d'or. En fait, c'est une luette d'or. Enfin, Ouais. Mais je me demande si c'est pas le livre a dû sortir en France avec ce titre-là. Le livre, je sais même pas s'il est sorti en France. J'ai pas trouvé de. Enfin, moi, encore une fois, c'est la spéculation. Mais au vu de la logique française. Peut-être ça fait plus mystérieux de dire La Caverne de la Rose d'Or que de dire Fantagaro, quoi. Mais peut-être que les ah ouais, peut-être qu'ils. Parce que tu vois, Fantagaro, ça fait boisson, quoi. Ah vas-y, je prends un Fantagaro fraise, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être. En tout cas, vous allez voir que ça a été un beau bordel niveau coulisses. On va faire un point de niveau coulisses, mais d'abord on va parler du cast et après on fera le bordel. Si tu veux pas faire un petit pitch avant. On va se garder ça pour la fin. Faisons comme ça, on embrayera sur le reste. Donc, niveau coulisses, on retrouve dans le rôle principal donc, de Fantagaro, Alessandra Martinez, qui est à la base une danseuse, qui a ensuite été présentatrice télé en Italie, et ensuite elle est devenue actrice. Et donc, sachez que après ce rôle-là, elle avait épousé Lelouch, donc Claude Lelouch. Elle a tourné pas mal de films avec lui, on l'a pu la voir dans Les Misérables, dans plein de trucs comme ça. Elle est française ou elle est italienne? Elle est italienne. Elle a fait ensuite pas mal de comédies françaises. Par exemple, je l'avais vue dans le film J'ai faim avec comment elle s'appelle, Catherine Jacob. Si je dis pas de conneries. Peut-être, ouais, je sais pas. Tu sais, celle où elle doit faire un régime, elle va le bloc et tout. Un film super grossophobe à fond. Mais bon, voilà. Et on avait pu la voir aussi en jury dans Danse avec les stars, si vous êtes fan de l'émission. Ce qui n'est pas notre cas. Mais bon, voilà. Ensuite, on retrouve Kim Rossi Stuart, qui est donc un acteur et réalisateur italien. Donc, qui fait Romualdo. On a pu le voir par exemple dans le Pinocchio de Benigni. On a pu le voir dans Romanzo Criminal. Tu l'as vu le Pinocchio de Benigni? Non, parce que je ne supporte pas Benigni, il arrête pas de parler. Il m'énerve. Moi j'aime bien. Mais déjà son film La Vie est belle, La Vie est belle, il est bien quand même. Non mais je comprends le concept, mais il me gonfle tellement que limite j'étais pour les Allemands quoi. Enfin, je suis désolée de dire ça, mais c'est horrible. C'est méchant quand même. Le film il est beau quand même. Mais il est là. Attends, quand il a eu son prix à Cannes. J'ai muté la télé. Moi j'aime bien. Il a l'air très gentil, hein, mais j'en pouvais plus. C'est viscéral, Donc je reviens sur Monsieur Kim Rossi Stuart. Il a également joué le jeune Julien Sorel dans une adaptation du Rouge et du Noir pour TF1. Elle m'a saoulé avec ça en me disant ouais, c'est sûr que je l'ai vu dans ça. C'est pourquoi je m'en rappelle parce qu'à l'époque. Il joue en français du coup. Ouais, je crois qu'il joue. Mais je sais pas s'il joue en français ou en anglais parce que je sais pas. Bon bref, mais en tout cas à l'époque c'est pourquoi j'ai retenu parce que quand c'était passé, en fait j'étais en première. Et la prof nous faisait lire Le Rouge et le Noir. Ah, et du coup, t'as vu le film. Je crois que j'étais en première ou en troisième, je sais plus. Et elle nous avait saoulés. Ah oui, ça passe, c'est trop beau. Regardez. La prof hystérique. Mais du coup, il a des origines anglaises pour Kim Rossi Stuart. C'est pas très. Enfin, à part Rossi. Il est italien, Stuart, en tout cas. Je ne sais pas, je ne me suis pas penchée sur sa vie sur deux. Mais en parlant avec ma sœur, je me suis rappelé qu'apparemment, il s'est tapé Amanda Lear. Voilà.
Info qui n'est pas intéressante. Mais bon, voilà. C'est tapé. Tu pouvais pas le dire d'une façon un peu plus... Excusez-moi, mais qu'est-ce que je te dise? Je ne sais pas quoi dire. Ensuite, on retrouve également, alors magnifique, c'est l'âme de cette mini-série, j'ai envie de dire, Brigitte Nielsen, qu'on ne présente plus, qu'on a pu voir dans des films comme Calidor, comme Rocky IV. Elle a pas fait assez de trucs pour que tu dises donc on la présente plus. Hein. Bon, attends, Brigitte Nielsen quand même. James, Brigitte Nielsen. Je suis sûr que tu demandes tu vas dans la rue, tu demandes à des gens qui est Brigitte Nielsen, ils savent pas qui c'est. Brigitte Nielsen. Ouais, y a que toi qui connais pas. C'est une blonde avec des gros seins. Merci James pour cette description qui flatte bien sûr les femmes. Ouais. Je te remercie. On retrouve également Ursula Andress, que tu connais, bien sûr, qui était la première James Bond girl, par exemple. On retrouve également un mannequin, alors qui s'appelle, j'ai plus son prénom, mais son nom de famille c'est Rogers, si tu veux. Et moi je le connais, ce mec, parce qu'il était dans le clip Larsen de Zazie. D'accord. Voilà. Et en gros, dans la série, vous verrez, il joue le deuxième beau gosse de la série, parce qu'il y avait des gens qui étaient à fond team Tarabas ou team Romualdo. Bon, entre les deux, je prendrais Tarabas parce que il parle dans sa tête et ça c'est fantastique. Ah oui, c'est vrai qu'il joue pas. Ah non, mais t'as loupé. Enfin, non, mais on va en parler. Il y a des scènes mais tellement drôles. Il est encore plus drôle que. Mais il y a des scènes où il joue pas. Il a aucun jeu et il parle dans sa tête. Mais il est là, il est beau. Regardez. C'est horrible. Je suis magnifique. Oh là là. Alors, je vais continuer sur les histoires de coulisses. Tellement problématique. Alors, vous allez rire. La problématique du truc, c'est que les 2 premières saisons étaient filmées entièrement en anglais pour pouvoir vendre la série un peu partout dans le monde. Ouais. Et donc Alexandra Martinez se redouble en français, donc c'est elle qui joue de façon hystérique. C'est pas une. Je pense que les autres doubleurs après ont dû se dire bon. C'est marrant parce que elle le joue dans son jeu normal, elle l'est pas tant que ça. Mais dans le doublage, on sent qu'elle est motivée. Peut-être elle a vu le résultat, elle a dit bon, j'y vais à fond parce que bon, voilà quoi. Mais ouais, mais elle en fait pas tant que ça. Enfin, tu la vois, tu sens que dans la voix, elle se donne dans tout. Elle a quand même des problèmes, elle se marre tout le temps. Oh. Il y a des trucs dramatiques. Elle se marre toutes les 5 minutes. Moi, je pense qu'il y avait de la drogue et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi. Je pense qu'ils étaient drogués. Vas-y. Mais pour continuer dans les coulisses, donc après, à partir de l'épisode 3, en fait, c'est devenu un gros bordel, c'est-à-dire que chacun jouait dans la langue qu'il voulait. Alessandra Martinez du coup jouait elle est italienne, pourquoi elle joue en français? Bah je sais pas. Voilà, peut-être qu'elle doit être mi-italienne, mi-française, en tout cas elle joue en français, ainsi qu'une autre actrice qui arrive dans les 2 derniers épisodes, dans le dernier épisode. Non, l'avant-dernier épisode, excuse-moi. Ensuite, il y avait Brigitte Nielsen, Ursula Andress et le mannequin dont je vous ai parlé. Eux, ils jouaient en anglais quand ils étaient tous ensemble, mais quand ils jouaient avec Alessandra Martinez, eux, ils parlaient en anglais et elle en français. Mais c'est débile. C'est complètement idiot. Et sachez enfin que Kim Rossi-Stuart, à partir du 2e, il a dit « J'en ai plus rien à foutre, je viens plus ». Donc les scénaristes se sont dit merde, le seul qui a eu raison, comment on va faire alors que Romualdo c'est quand même The Amour Fantangaro. Bon on va prendre des images d'archives des 2 premiers tournages, on va les balancer et puis ça se verra pas. On va mettre en statut, ça. Et vous allez être tranquille. Et pour rajouter à tout ça, sachez que la série avait des problèmes sanitaires, c'est-à-dire que l'eau n'était pas potable, il fallait acheminer de l'eau potable, de l'alcool et d'autres choses sur le tournage, que c'était un bordel pour se laver. Et t'as pas parlé d'un acteur quand même marquant. Oui. La pierre? Non, le cheval, le roi. Ah, le roi, je veux bien noter son nom. C'est Mario, je sais pas quoi. Il a un nom bien italien. Le roi, on va en parler, quoi. Faut en parler quand on va parler de l'histoire. Il est à fond, ce roi. Ah, mais dans le premier, non, mais je pense qu'il a des problèmes. Je pense moi, je serais ses enfants. Et il y a Bradley Cooper Ah oui, et on a trouvé le sosie de Bradley Cooper également qui joue on va en parler. Cataldo. Non, mais c'est le bordel. C'est Cataldo ou Oui, ou Ivano. Enfin, ils sont tous en haut. Ils ont tous des noms de Ronaldo, vous mettez tous les noms que vous voulez en haut, c'est fantastique. Et bon, donc du coup c'était le bordel, les acteurs en ont bien chié sur le tournage, rapporté Brigitte Nielsen. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux vous dire pour finir un peu sur les inspirations? C'est pas toi qui m'as dit que Alessandra Martinez voulait pas reparler de ça? Bah apparemment c'est pas moi qui l'ai lu, mais apparemment moi j'ai déjà vu dans des interviews qu'elle en parlait pas trop, hein. Elle voulait plus être pris, tu vois, au sérieux, genre danseuse. Mais c'est sûr que quand t'as vu ça, t'as plus envie d'en reparler. Bah oui. Ah oui, pour finir au niveau inspiration, j'ai envie de dire, sachez que le personnage de Brigitte Nielsen de Sorcière Noire est inspiré par la Evil Queen de Blanche-Neige version Disney.
C'est important de le retenir parce que quand on va vous parler de ce personnage, vous allez me dire mais d'où voit-elle une inspiration Elle pareil. est over the top pendant. Enfin, moi, je soupçonne Lana Parrilla d'avoir vu Brigitte Nielsen et s'être inspirée parce qu'il y a des ressemblances. Ah ouais, dans le maquillage, c'est exactement le même. Ouais. Ensuite, donc sachez que donc on a dit qu'il y avait 5 épisodes et en fait, le 5e épisode aurait dû être le début d'une nouvelle trilogie autour de Fantagaro, car Fantagaro en fait part dans un autre monde et donc il y aurait eu tout un autre univers. Finalement, ça marchait plus sur M6. Finalement, ça n'a pas marché les audiences sont baissées sur M6 et également en Italie, donc ça s'est arrêté. Mais en 2007, le créateur a voulu retenter l'aventure et étrangement, Alessandra Martinez à cette époque était pour, Brigitte Nielsen aussi, ainsi que le fameux Roger là. Je vais l'appeler Roger. Hein. Et Kim Rossi-Stuart. Bonnement lui, il est parti ailleurs. Et ça s'est pas fait. Quel dommage. Après, Romanzo Criminal, c'est vachement. Enfin, ce qu'il a fait après, c'est je l'ai vu celui-là, Romanzo Criminal, et j'étais super étonnée de le voir dedans. Mais il joue. Ça va. Pas de souvenir de lui. Non, mais ça allait quoi. Enfin, c'est pas exceptionnel, mais comparé à la Caverne de la Rose d'Or. Après, c'est pas lui qui. Il est pas mauvais dans le. Enfin... Ah non, mais. De toute façon, Après, le scénario. Mais c'est fou. Tu vois, j'avais gardé un souvenir dans ma tête. Je m'étais dit, ouais, c'est cool. Le perso, il était vachement fort. C'était marrant à regarder. C'était très con, mais je me suis bien marré. J'ai passé des bons moments et tout. Mais là, j'ai eu le bruit de miroir qui se glace. Tu fais le même coup avec tous tes trucs d'enfance. Tu m'as fait le coup avec l'île mystérieuse. Bon, l'île mystérieuse, c'est très regardable. C'est pas mal. Ouais, c'est regardable. C'est pas mal. Harry Ozone. Harry Ozone. Ça y est, on va y arriver. J'en peux plus. Tu couperas. Donc ça regarde. Bon, c'est pas si fou que t'avais l'air de dire parce que tu vends ça comme un poulet géant. Mais le poulet géant, il est moche. Mais tu es fou. Il arrive, il fait comme ça. Et il y a un crabe géant. Mais c'est fantastique. Il y a des abeilles géantes. Mais comment tu peux ne pas aimer ça? Mais après le secret des Sélénites, tu m'as dit c'est la même chose. C'est trop bien. Même Dinotopia, t'arrêtes pas de parler de Dinotopia, c'est nul à chier. Dinotopia, c'est nul. Mais en fait, j'avais un délire avec ma sœur dessus et du coup, à chaque fois, Dinotopia, ça me fait rire. Voilà. Oui, mais la Caverne de la Rose d'Or, c'est la même chose, c'est nul à chier. Enfin, je sais même pas comment. Non. Quand c'est nul comme ça, tu peux pas dire j'aime pas. C'est de la merde. C'est drôle. Enfin, on va en parler. Fais-nous un pitch et on se lance dans l'exploration de cette fameuse caverne qui est en fait une grosse arnaque. Ouais, c'est tellement. Alors, la Caverne de la Rose d'Or, donc c'est l'histoire de Fantagaro. Oui. Donc on arrive dans un royaume un peu féerique où un roi veut à tout prix un nouveau-né garçon et il a déjà eu 2 filles et il veut tout Caroline et Catherine, je crois. Catherine et Caroline. Ouais. Non, c'est ou l'inverse, je ne sais plus. C'est pas... Non, mais je pense que c'est toi qui as raison. Et donc il veut à tout prix un héritier garçon. Mmh. Et pour ça, il va aller consulter des oracles qui sont... Enfin, je vais pas faire un résumé du film. Non, mais en gros, il veut un héritier. Il veut un héritier garçon et finalement, il l'a pas. Il a une fille qui va appeler Fantagaro et qui va se révéler être très masculine, avoir très envie de se battre, ce genre de choses. Alors, on va pas dire très masculine, c'est qu'en fait... Elle est garçon manqué. On va dire qu'elle n'aime pas la vie qui est imposée aux femmes. Elle est garçon manqué. Et elle veut être libre de faire ce qu'elle veut. Je dis comme ça. Je n'aime pas l'expression comme ça. Et n'oublions pas que, en parallèle de ça, on est dans un monde qui est en guerre depuis tellement de temps qu'ils savent même plus pourquoi. Il y a deux royaumes qui sont en guerre. Et du coup, le roi de l'autre royaume va mourir. Et c'est Romualdo. Qui va avec ses 2 comparses héritiers du nouveau royaume et va décréter qu'il veut la paix et que pour la paix il va demander un combat, un duel avec le roi ou son champion effectivement pour défaire pour décider qui va hériter du royaume. Enfin non pas qui gagne la guerre, qui gagne la guerre, que ça finisse quoi. Et du coup, on a Fantagaro qui, elle, pendant ce temps, s'est fait un trip dans la forêt avec une sorcière / chevalier blanc. Ah oui. Et qui, du coup,
va se retrouver à devoir être le champion ou la championne de son père. Et parce qu'on dit à son père les prophètes ou non, c'est la sorcière blanche qui dit à son père qu'il y a pas aucun homme ne peut battre Romualdo. Ouais. Et donc comme aucun homme ne peut battre Romualdo, lui il va envoyer ses filles. Parce que Fantagaro lui demande ou je sais plus quoi. Non, parce qu'elle était planquée sous le pieu et qu'elle a entendu, elle a dit ouais, je suis trop d'accord avec la sorcière blanche, vas-y on y va. Et donc parce qu'elle attendait que ça. Elles vont partir toutes les trois en se faisant passer pour des chevaliers d'une lointaine contrée. Et du coup, elle va se débarrasser de ses sœurs le plus vite possible. Et elle va finalement se voir se battre en tant que comte de Goose Down. Elle va devoir se battre contre Romualdo. Mm-hmm. Mais au final, il va pas vouloir se battre. Il va vouloir des épreuves. Ouais, il y a des épreuves de nage. Il se dit vas-y, c'est obligé, c'est pas un mec. Parce donc que on en parlera après de ça. Voilà, parce que donc finalement, il va découvrir que c'est Fantagaro. Ils vont tomber amoureux. On va pas tout. Enfin, on va tout. Mais le truc, c'est qu'en fait, vous avez Ketamati 5 histoires et à chaque fois, c'est une histoire différente. En fait, c'est une suite. Donc après, on va voir. Voilà, donc on va voir après Fantagaro qui se retrouve dans le rôle de reine. Enfin, on va en parler. Je pense le mieux, c'est de parler de l'évolution de l'histoire en parlant de la série. Je pense que ça sera mieux. Oui, parce que en fait, c'est les histoires de Fantagaro. Voilà, les aventures de Fantagaro. Qui est reine et qui veut être guerrière. Enfin, qui va tout le long de l'histoire va vouloir se battre et vouloir sortir de son rôle de reine et son rôle de femme en fait pour s'éclater hein. Au début c'est pour sauver son père, après c'est pour sauver son... Non mais à chaque fois elle trouve une bonne excuse, mais la vérité là on va pouvoir partir sur un peu tout, c'est que je trouve que le personnage de Fantagaro est hyper égoïste. C'est-à-dire qu'elle ne pense qu'à elle. Je veux dire, elle hésite pas à faire de la peine à ses sœurs, à son mec, à son père, juste pour faire ce qu'elle a envie, elle. Alors oui, le côté j'ai pas envie de me laisser enfermée dans ce rôle de femme qu'on veut m'imposer, c'est cool. C'est un peu un petit truc qui m'avait plu moi à l'époque parce que j'avais du mal, j'en ai parlé déjà plusieurs fois, moi j'avais du mal avec les productions Disney de l'époque où vraiment la femme... Enfin, je veux dire, c'était genre, fallait qu'un mec vienne la sauver. Enfin, déjà, même jeune, ça me gonflait. Donc, ça, c'était plutôt une bonne surprise. Est-ce que c'est pas Mulan, mais version sexiste? Si, exactement. Exactement. Le premier film, c'est Mulan. Mais d'ailleurs, on va le voir tout au long de la série. En fait, à chaque fois, ça va reprendre des éléments de contes de fées ou de bouquins. Donc là, tu te dis, le premier exactement, ça ressemble un peu à cette légende de Mulan, qui était à la base, voilà, une légende. Ouais, on parlera du sexisme et tout dans une deuxième partie. Donc oui, c'est exactement ça. Après, on va retrouver, dans le suite d'après, on va retrouver des références, par exemple, à La Belle au Bois dormant, mais inversée, où ça va être le prince qui va être... Non, c'est dans le 3, le prince qui est endormi, sinon je te dis conneries. Dans le 2, c'est plus Blanche-Neige avec la Evil Queen, qui n'aime pas les gens heureux. Ah, c'est pas bien, caca. Avec les deux petits-enfants, là. Voilà, donc dans le 3, t'as ce côté... Alors, dans le 3, c'est un mix, en fait, entre La Belle au Bois dormant, enfin, c'est plutôt le Beau au Bois dormant. Ouais, c'est Romualdo qui se retrouve. Et on a Tarabas, le sorcier, qui a un côté un peu Belle et la Bête avec Fantagaro. Donc il y a une espèce de triangle amoureux qui va s'installer. C'est assez... Un triangle amoureux avec un mec qui est... lui kiffe Fantagaro. Fantagaro est censé kiffer Romualdo, mais on sent qu'il y a quand même quelque chose entre les deux. Sur le 4... Finalement, alors sur le 4, ça commence un peu comme le début de l'histoire sans fin, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de nuage noir qui arrive qui tue tout, c'est un peu le néant. Ouais. Voilà. Et on se retrouve ensuite avec une histoire de sorcier qui est en fait le père de Tarabas. Oh, ça vous rappelle pas quelque chose? Un méchant qui est le père d'un gars qui devient un peu gentil? Non. Oui, non. Star Wars en douille. Oh, il est pas méchant, Luke Skywalker. Non, mais là, il te faut une révélation, genre, c'est mon père, le méchant, tu vois, okay. C'est ça. Voilà, et puis après, on a une histoire. Mais du coup, Tarabas devient gentil dans le 4. Parce que moi, j'ai vu que les trois premiers, je pouvais plus. Tarabas, c'est le Spike de la caverne de la Rose d'Or. D'accord. Voilà. Mais à la fin, finalement, il décide de rester ami avec... Moi, je vous spoil tout parce que c'est vieux, je pense pas que vous aurez la force de tout regarder, les enfants. Non, mais regardez pas, c'est chiant. Je vous explique un peu l'évolution, un peu au niveau des prises de compte de fait. Donc, on a ce côté... ensuite, il y a une histoire, en fait, avec... Brigitte Nielsen, elle revient, parce qu'en fait... Oui, alors Brigitte Nielsen, elle est dans le tous, hein, après. C'est-à-dire que elle a tellement eu de succès auprès du public
qu'ils l'ont repris dans tous. Et dans le 3, elle y est pas. Alors dans le 3, il la ressuscite parce qu'en fait elle s'est transformée en caillou, tu sais pas pourquoi. Et en fait il la ressuscite. C'est Machine qui l'a transformée en Oui, mais c'était du cristal, pas des cailloux. Et là c'est des rochers. Ah d'accord. Bon bref, il la dérochétise. Et donc elle revient un petit peu pour aider. Mais à la fin tu la vois un peu. Elle est gentille. Bah elle aide de façon contrainte Fantagaro. D'accord. Ensuite dans le 4, tu l'aperçois vite fait, il me semble. Et dans le 5, c'est elle la grande méchante parce qu'elle enlève Fantagaro. Et là, t'as un côté un peu Alice au Pays des Merveilles puisqu'elle va l'envoyer dans un autre monde en fait. D'accord. Voilà. Et puis bon, le destin de Romualdo, c'est... je veux dire, le personnage de... Enfin, moi dans un sens, ça me fait plaisir d'avoir un homme-objet qui sert à rien, ça change un peu. Mais le problème, c'est qu'il est... Mais on va reparler ça dans la deuxième partie au niveau des thématiques. Donc... pour revenir sur ça, je suis désolée, c'est un peu chaotique, mais c'est tellement dense. C'est vrai que les histoires elles sont denses, il y a plein de personnages. C'est ça, il y a beaucoup de personnages, il se passe plein de trucs. Mais voilà, il y a beaucoup en fait de références à plein, comme je dis, de contes de fées, de bouquins ou d'autres choses. Donc c'est vraiment un gros gloubi-glouba. On a plein de magie, on a des lutins, on a des fées, on a des sorciers, des cailloux qui parlent, on a des oies aussi qui parlent. Non, et d'ailleurs, oui, mais c'est quand même un animal. Oui. T'as le cheval qui parle aussi, voilà. C'est utilisé avec des marionnettes. D'ailleurs, on peut en parler un peu de cette réalisation. C'est vraiment, on sent le manque de budget. Tu disais que ça fait penser au Excalibur. En fait, j'ai l'impression qu'au niveau de l'image dans Excalibur, t'as un côté un peu comme ça, super lumineux, bizarroïde, comme si t'étais dans un rêve. Et en fait, souvent, mais en plus avec du brouillard un peu. C'est ça, ouais, c'est ça. Et c'est la même chose. Et du coup, ça donne un côté fake. On est dans les années 90, mais on dirait un film des années 70. Ah oui, vraiment, non, mais ça fait hyper kitsch. Et c'est ça qui était déjà drôle à l'époque. Moi, ça me faisait mourir de rire. Parce que je veux dire, ils ont des espèces de marionnettes, mais c'est les petites marionnettes... Non, mais les effets spéciaux sont moches. La photo est dégueulasse. Ouais. La réalisation, il y a beaucoup d'incohérences. C'est-à-dire, on va avoir des plans où un personnage est en train de faire quelque chose. Et de suite après, en fait, il se retrouve à faire carrément autre chose. Enfin, c'est pas logique. Il y a on la mettra peut-être... Il y a une scène qui est un peu marrante où t'as Romualdo qui se bat avec... dans le 2, il se bat avec Fantagaro. Donc Fantagaro le bat un peu et elle lui dit et il se retrouve par terre et du coup d'un coup il est debout, d'un coup il se lève et il a une superbe réplique qui est je n'ai que faire de vos équilibrations. Et en fait d'un coup il va se lever, il va regarder à gauche. Et sur le plan juste d'après, on le voit sauter à droite, alors qu'il vient de regarder à gauche. Mais en plus, c'est pas logique. Pourquoi d'un coup il se met à faire une roulade en sautant? Il fait aussi parce qu'il va chercher son épée. En fait, elle lui a viré son épée. Mais même c'est pas logique. Il fait une roulade. Pourquoi il fait une roulade? Mais c'est ce que je te dis. C'est pas logique. Mais et en plus, on voit que c'est un cascadeur qui le fait. Je sais pas si c'est lui qui le fait. Non, c'est pas lui. Et c'est. Oui, il avait déjà à moitié lâché l'affaire. Ça se sent dans son jeu. C'est ridicule, mais et lui, il a aucun jeu. Enfin, mais même le Tarabas après, c'est encore pire. Non, mais le jeu des acteurs, c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont bourré. Mais ça passe du tout au tout. Et on a Martinez qui est over the top et qui. Mais grave, elle voit des gens se faire tuer, elle est morte de rire. Tu vois, il y a un moment, elle arrive dans un château et il y a des méchants qui tuent pour récupérer. Parce que dans la partie avec Tarabas, ah oui, là aussi c'est le côté biblique. Il veut tuer tous les enfants des rois et des reines parce qu'il y a une prophétie comme quoi. Il serait battu par l'enfant de. Voilà, d'un roi et d'une reine. Et donc du coup, elle arrive dans un château où t'as des gens qui sont en train de se faire attaquer et tout. Puis elle fait je balance de l'eau parce qu'il y a que l'eau qui peut arrêter les soldats. Et elle est morte de rire en balançant mais il y a des gens à côté qui sont en train de crever et elle les aide même pas. Elle passe juste tranquille pour les récupérer. Et la VF, elle est oufissime quoi. Enfin, mais c'est cool. Il y a franchement genre Romualdo, c'est Luc Hamet qui le double, c'est lui qui double notamment Ranma 1/2 qui a fait plein de voix quoi. Enfin, moi je pense dans le 2 c'est pas lui qui fait d'ailleurs Marty McFly aussi, il me semble. Je sais pas. C'est une grosse voix, il a fait plein de choses. Il y a sa femme aussi qui doublait Ranma fille, si je me trompe pas, qui fait des petites voix aussi dedans. Enfin, on trouve plein d'acteurs qu'on a entendus dans plein de moi, séries animées. Moi, je pense au père qui est dans le 2, et notamment il y a un moment où le père est méchant et il est enfermé dans une espèce de. On dirait qu'il a on dirait un méchant de. Il y a des méchants de Dark qu'on a même gueule. Et là aussi le côté le casque, c'est tellement Star Wars aussi. Il a un casque, on dirait, ça se voit. On dirait leur casque noir. Mais mais les costumes sont
il y a des costumes qui sont sympas, mais il y en a vraiment certaines robes et tout, c'est les robes de la sorcière blanche, elles sont ignobles. Il y a le moment où elle est sur le lac, elle est dans une grande robe. Ah oui, elle est censée flotter sur l'eau. Elle est censée flotter et on voit la barque sous sa robe. La robe qui est trop courte, on voit la barque. Et donc, on voit une perche aussi. Oui, on voit une perche dans un des finaux. On voit dans le 3. Dans le 3. Ouais, si, c'est la scène où elle doit choisir une épée. Comme ça, on vous donne le truc. Dans le 3, elle doit choisir une épée pour un duel. Et ça reste super longtemps. On voit la perche, on voit le chat mort et tout. Enfin, mais il y a plein de trucs comme ça, c'est super drôle, quoi. Et dans le 1, on revient sur cette fameuse caverne de la Rose d'Or qui est en fait une arnaque. C'est-à-dire que la caverne de la Rose d'Or, la bouche d'un monstre. C'est censé être un endroit où il y a un monstre qui vit dedans et un monstre qui mange les femmes et qui tue les hommes. Et en fait, elle doit rentrer dans la grotte pour aller chercher soi-disant la fameuse Rose d'Or. Et en fait, elle se retrouve dans la gueule du monstre. Et la fameuse Rose d'Or, c'est en fait l'aluette de la créature. Et elle est morte de rire. Moi, je sais pas, je suis dans la bouche d'un monstre, mais elle sait pas qu'elle est dans la bouche d'un monstre. Elle le sait. Mais quand elle le sait, qu'elle voit les dents qui sortent, elle est explosée, quoi. Et le monstre, on le verra jamais, Non, c'est juste un mec qui parle en mode ah oui, les femmes, j'aime ça. Ok, moi, et elle sort de la grotte, tu sais pas pourquoi. Quand le mec qui double le roi, quand il est sur son casque, oui, il est à donf. Il arrête, on dirait. Mais lui, il fait beaucoup de voix de dessin animé et tout. On dirait le roi dans Zelda CDI. Squalala. Il y a un petit. Squalala, nous voilà, c'est pas un truc comme ça. Je sais plus. Mais en plus, c'est le mec aussi. Alors, au niveau de l'écriture des personnages, il faut en parler aussi. Donc on vous disait que Fantagaro est hyper égoïste, elle se fout de tout le monde. À côté de ça, vous avez ses sœurs, mais c'est caricature land, mais pas possible. On a la blonde qui forcément est conne comme une chaise, comme dirait Kaamelott. C'est la meilleure expression du monde et qui s'évanouit tout le temps pour un rien. Ouais, c'est vrai. À côté de ça, vous avez sa sœur la brune qui est intelligente et qui est la voix de la sagesse et qui est hyper soumise, mais c'est vraiment genre le produit de cette société machiste. Elle dit oui à tout ce que disent les hommes, c'est caricature. Le mieux c'est le père, quoi. Le mieux c'est dans le 1 où du coup ils ont réussi à se battre et tout nanana, on arrive à la fin et en fait il y a Romualdo et Cataldo et Ivaldo qui sont ces deux comparses donc ah ouais non mais les mecs ils ont excusez-moi j'allais dire un gros mot mais ils ont le kiki en érection, moi. Je suis désolée de dire ça. En fait ils rentrent à la cour du roi Dieu, je les veux. Et ils se sont à peine vus même Cataldo et Ivaldo même et les deux sœurs elles se sont même pas elles se sont juste vues oui je suis amoureuse de lui. Attends mais ce qu'il faut signaler c'est qu'il y en a un qui est blond qui épouse la blonde et celui qui est brun épouse la brune parce que non les blonds et les bruns c'est pas possible, ça se mélange pas quoi. Non mais c'est un truc de fou. Et le pire c'est le père, c'est-à-dire que le mec il est capable dans une scène de te dire un truc et 2 secondes après il te dit son contraire. C'est quand même fantastique. Il y a le début où le père, le roi là, il déclame de la poésie mais il est over the top, c'est fou quoi. Mais tout le monde est over the top. Et puis Romualdo quoi, mais ah mais le gars, mais lui son cas on va se le garder pour la partie thématique parce que c'est important. Il y a un truc. Et à côté de ça il y a Ursula Andress qui ne joue pas. Ah non mais Ursula Andress qui sent pas les couilles. Mais elle est là pour le chèque. Non mais son fils aussi le fameux mannequin. Non mais le gars en gros il doit parler par la pensée donc il bouge pas et en fait il prend des poses de mannequin, il fait son peu de mannequin quoi. Mais quand il joue, genre il y a une scène où en fait il doit lutter, il se dit embrasse Fantagaro, non ne l'embrasse pas, quel est ce sentiment qui est en moi, et en fait il se rapproche, il la renifle, il recule, il se rapproche et c'est ça pendant au moins 10 minutes de scène et finalement il l'embrasse et là il se transforme en bête genre type facochère et il fait des bruits comme ça mais il surjoue à fond le mec, c'est horrible. Et dans le 4 à un moment il doit se cacher, il est en train de se baigner dans la rivière, tu vois, un peu plan pour les ados là, pour comme ça soit bien en chaleur. Et puis il fait le mec qui se planque et qui voit une fille comme ça et puis il approche genre oui je prends des poses, je suis trop beau. Mais je pense qu'il a pas compris que c'était pas mannequin qu'il fallait faire mais qu'il fallait faire acteur quoi. Mais il y a plein de plans où il est censé faire il est censé déclamer des sorts et en fait il est dans sa tête. Je ne sais pas pourquoi. Non, il y a vraiment des scènes, c'est pendant 2 minutes il ne bouge pas et il regarde un truc comme ça. Et après il est allé se doubler quoi. Et après il est allé se doubler le mec en fait. Enfin
Mais c'est débile. Et en plus, il a aucune expression. Enfin, mais que tu fasses pareil, mais que tu aies des expressions. Mais en plus, dans son look, j'ai l'impression. Alors, je pense que ça devait être sorti à cette époque-là. Je pense qu'ils ont dû regarder le Dracula de Coppola. Ils ont dit putain, Gary Oldman, il est trop chaud. On va prendre exactement un mec qui lui ressemble de loin et on va lui faire le même look parce que c'est exactement ça. Mais vraiment. Et j'ai l'impression que le mec, il a dû regarder le film et dire ok, je vais jouer comme ça, mais il le fait trop mal. Il joue pas. Mais il le fait trop mal, il a rien compris. Et puis au-dessus de ça, alors là, c'est vraiment la best des bestes. Il y a Brigitte Nielsen. On a Brigitte Nielsen qui a tout compris, qui a des manches. Qui utilise. Attends, mais il faut expliquer. Elle a un jeu. Alors c'est très proche de Nicolas Cage. C'est-à-dire qu'elle a un jeu qui utilise ses cordes vocales. Elle rit beaucoup toutes les 5 minutes pour rien. Sa gorge, elle, c'est que ça. Sa gorge, elle nous montre bien, c'est sa belle partie. Et puis elle joue avec ses accessoires et notamment sa robe. Elle avec des manches, bouger ses manches. Avec des grandes manches qui traînent par terre. Et elle est tout le temps en train de. Enfin, on fait des. On bouge, vous voyez pas, mais elle est tout le temps en train de bouger des manches toutes les 30 secondes. C'est ça, puis quand elle court, elle lève les bras un peu pour que ça fasse un effet de cape. Elle tourne sur elle-même comme une toupie. Enfin, c'est fantastique. Elle a une énergie. Et en plus, elle rigole tout le temps. Ah, c'est clair. Et puis alors, à un moment, meilleure scène, c'est que à un moment, son personnage donc enlève Romualdo et elle lui a fait un bisou pour l'hypnotiser. Et en fait, à un moment, il est inconscient. Le mec est inconscient et elle le tripote, mais elle lui touche bien le visage, elle le caresse et tout. Et à un moment, elle doit le rembrasser pour bien finir son sort, mais elle y va goulûment, à pleine bouche. Le mec, il a dû se faire, mais c'est du viol, hein, totalement. Hein. Il s'est fait lécher le visage. Mais totalement. Elle est à donf, quoi. Et même quand il y a que sa tête qui joue et que le reste de son corps est en cailloux, mais elle est à fond. Elle hurle et elle est doublée par la personne qui double Dr. Queen. Ah oui, c'est vrai. Je vous laisse imaginer en mode hystérique. C'est fantastique. Elle est tout le temps mais c'est fantastique. Et c'est mon perso préféré dans La Caverne de la Rose d'Or. Parce que déjà, la sorcière noire, c'est cool. Son maquillage, mais c'est tellement, voilà, c'est génial. Enfin, elle est parfaite. Elle est magnifique. Et ils mettent bien en avant ses nichons parce que elle a un décolleté, mais le décolleté lui arrive sous les tétons pratiquement, juste au-dessus des tétons. Ah bah, ils ont profité. Et là, c'est pour réveiller. Là, c'est pour les parents, tu vois. C'est genre les gosses, ils ont des beaux gosses. Les pères, ils vont dire je vais regarder avec toi juste pour Brigitte Nielsen, tu vois. Ils ont compris comment attirer les gens. Elle est tout le temps en train de mettre sa poitrine en avant. Oui, elle se baisse beaucoup. Enfin, c'est fou, hein. Et il y a des plans où carrément elle est filmée en contre-plongée, mais au niveau de dessin en fait. C'est vraiment, il y a des plans, mais j'ai l'impression que c'est des. Enfin, je ne suis pas spécialiste, j'ai pas vu, mais j'ai l'impression que voilà, ça fait vraiment. Déjà que toute l'ambiance est très film érotique de M6 en fait. Vraiment, ça fait la même. Enfin, t'as la même photo, la même réal. On dirait vraiment un film érotique. C'est ça. Et on a un rythme qui est hyper lent. C'est-à-dire que la première partie c'est-à-dire qu'à chaque épisode est coupé en 2 parties. Mais vous pouvez regarder en une. Mais la première partie, en gros, il se passe rien. C'est juste la mise en place de l'histoire. Et toute l'histoire, toutes les péripéties se passent dans la. Parce qu'il se passe beaucoup de trucs, hein, franchement. Moi, je trouve pas. À chaque fois, je trouve que c'est super long. Le rythme est très lent, mais il se passe plein de trucs. T'as plein de personnages. C'est toujours en train de parler, en train de faire des trucs. Ouais, mais c'est hyper cucu. C'est-à-dire que le début, c'est très cucu. À chaque fois, c'est vraiment genre, oh, Romualdo, t'es trop beau. Ah oui, oh putain. Et puis c'est genre, ah, toi, t'es encore parti faire des aventures alors que t'es censé être reine. Mais oui, Romualdo. C'est exactement ça. Enfin, elle se retrouve toujours avec des petits amis à la con. Enfin, genre son cheval qui lui parle, mais qui lui parle pendant des heures. C'est ça. Elle a alors aussi, il y a un problème de la façon dont les animaux. Ah ouais, les animaux sont maltraités. Hein. C'est-à-dire, dans le premier épisode, ils ont une espèce de. À un moment, en fait, il y a la sorcière blanche qui se change en souris. D'ailleurs, c'est complètement inutile. Les chats. Et il balance des chats pour l'attraper, genre limite le canon. Mais dans tous les épisodes que j'ai vus, à chaque fois, il lançait des chats. À un moment, t'as Brigitte Nielsen, elle a un chat dans ses bras, elle le caresse, et elle commence à s'exciter, à gueuler et rire, et elle balance le chat par terre, et le chat, il tombe dans un gros bruit, et il se casse. Et dans le 1, il y a la sorcière blanche qui se transforme. C'est ce que j'ai dit. Non, mais en noix. Ah oui, en noix. Et en fait, il y a un grand. Elle se fait. Allez, il y a une heure de l'épisode où elle est tout le temps en noix. Ouais. Et en fait, ça. Le choc. Ça switch entre des moments où c'est une noix, mais en espèce de marionnette dégueulasse qui fait peur. On dirait les marionnettes de Téléchat. Les marionnettes des vers. C'est carrément un gant avec des doigts collés dessus. Et ça parle. Oui. Alors à un moment, on a l'impression qu'ils sont super gros. Et en fait, ils sont tout petits. C'est un truc de fou. C'est ridicule. Et donc, ça on a les poissons. Les poissons sont en train de dire tue-moi.
Donc le moment où il y a ces marionnettes dégueulasses qui font peur, et normalement elles vous filent des cauchemars, et des moments où c'est une vraie oie. Et elle est... Elle part comme ça. Je suis droit, comme ça. Fantagaro, attention. Et je vous fais toutes les imitations. Martinez, elle est tout le temps en train de elle la tient, mais elle la tient fermement par le cou. Et on voit qu'elle lui fait mal. Mais oui. Et il y a un moment, c'est même demandé si l'oie était pas morte. Oui, il y a un moment, elle la tient et on voit qu'elle bouge plus. Si. Elle a la tête qui pend un peu. Je pense qu'ils ont dû changer l'oie entre deux. Non, mais il y a un moment, elle la jette, mais elle la jette vachement violemment. Affreux. Et vous allez voir dans les thématiques, la série à la base était considérée comme écologique dans l'envie de ceux qui ont fait le projet. Oh bah putain. La défense des animaux, ils s'en foutent. Hein. Mais c'est affreux comment les animaux. Non, mais il y a vraiment moi des moments, je me dis mais putain, mais la pauvre et tout. Il y a plein de moments où on la voit, elle est enfermée dans une espèce de sac et on sent qu'elle est paniquée, il y a plein de moments où on la voit totalement paniquée, l'oie. C'est affreux. La pauvre. Sérieux. Mais ça nous a choqué. Ouais. Entre ça et les chats, balancez les chats. Puis on a vu le plein de scènes. Il y en a pas qu'une, hein. Il y en a vraiment 3 ou 4 des scènes où ils balancent des chats. Mais pourquoi? Mais là, tu vois, ça me fait penser au secret des Sélénites avec les fameux chiens qui montent sur les Sélénites. Les Sélénites, c'est de l'animé. C'est de l'animé. Là, les chats, vraiment, ils balançaient des chats, mais comme ça, sans aucune raison. Ça, j'avais oublié, mais alors quand on l'a revu, mort de rire. Puis n'oublions pas, on n'a pas cité quand même, c'est vrai, dans les seconds rôles du premier téléfilm, et dans le genre je joue très mal pour revenir, il y a quand même le père de Vincent Cassel, Cassel. Ah oui, c'est vrai. Putain, mon Dieu, qui joue le général, il a pas de nom, il s'appelle le général. Il est venu cachetonner, quoi. Enfin, mais on le sent dépassé par ce qui lui arrive. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Pendant tout le truc, mais qu'est-ce que je fous là? Ah, mais vous allez voir, franchement, non, mais non, ne regardez pas, ne regardez pas. Je trouve que c'est un exemple de série nanaresque. Là, on peut le dire totalement, je pense. Hein. Je sais pas si les gens du site Nanarland ont déjà parlé de la Kevin Anderson, mais pour moi, ça rentre dedans. Enfin, il y a tellement, c'est tellement mauvais que ça en devient risible. Je veux dire, moi, je me suis tapé des barres de rire. Je me suis marré en revoyant ça. Et dans ma tête, c'était vachement mieux, mais en fait, non, quoi. Enfin, c'est. Mais il faut qu'on passe aux thématiques parce non, mais attends, il faut qu'on finisse au niveau enfin, l'histoire. Je veux dire, dans le côté quand même positif, moi, je reste sur le truc où justement, là, c'est les mecs qui sont objets. Mais ce qui est ça c'est cool. Ce qui est super problématique, c'est que d'accord, Fantagaro est active mais à chaque fois à la fin cliché. À la fin, elle revient en mode mais t'es une femme, donc t'es une femme, tu dois rester tu dois pas te battre avec une épée. C'est ça. À la fin, on te dit c'est bon, tu t'es amusé, mais maintenant tu dois être reine, tu vois. Et à chaque fois qu'elle va faire des trucs qui lui plaisent, il faut toujours qu'on lui fasse la leçon exactement. Tu vois, genre à la fin du 1, Romualdo lui dit ok c'est bon, vas-y on se marie, mais maintenant tu te calmes. Au début du 2, elle est obligée de prêter serment qu'elle touchera plus une épée. Et puis finalement après, vu qu'il faut régler les soucis parce que Romualdo est complètement incapable, ça il faut le dire. Et on va dire vas-y on annule ton serment, mais bon à la fin on lui dit quand même c'est pas bien. Tu vois, à la fin du 3, elle revient à Youpi, elle se marie enfin, et en plus elle adopte une gamine parce que alors ça c'est le meilleur truc tu l'as pas vu ce moment-là, mais dans le 3 justement c'est la fameuse scène où je te disais qu'elle arrivait, qu'elle rigolait toute seule en balançant ses bombes à eau. Après elle rentre dans un bâtiment et t'as un mec, un roi qui est en train de mourir et le gars la connaît pas, hein. Et il lui dit je suis en train de mourir. Oui, occupez-vous de ma fille, elle s'appelle Esmeralda. Et il crève. Et la fille, elle y va, elle cherche la petite, et la petite, tu vois, elle a raison, elle dit mais pourquoi je viendrais vous voir, pourquoi j'irai avec vous, pourquoi je vous ferai confiance et tout. Et là, Fantagaro lui dit je suis une amie. Et la petite lui dit non mais je vous fais pas confiance et tout, ils sont où mes parents? Et elle lui fait non mais attends, tu vas trop me faire confiance, j'ai un cheval qui parle. Et là, la gamine fait ok, c'est bon, je viens, tu vois. Et finalement, à la fin, elle adopte, tu vois. Et elle demande pas son avis à Romualdo. Elle fait au fait, by the way, on a une fille maintenant. Hey c'est trop bien, tu vois. Enfin, bon après. Dans le 4, elle est tranquille, le château il se fait bouffer, donc bon. La sœur qui change la sœur et la sorcière qui change d'actrice d'un film à l'autre. Ah oui, bon ça aussi, c'est la sœur aînée Catherine l'actrice qui. Mais la sorcière blanche aussi. Oui, la sorcière blanche aussi. Non mais. On n'est plus à une incohérence près, c'est un bordel. C'est tellement un bordel monde, c'est tellement dans la surenchère à chaque téléfilm que vraiment ça en devient
hyper risible. Et puis au final, l'histoire, ça pique tellement à droite et à gauche que ça a ni queue ni tête et que ça devient hyper cliché. On a l'impression que c'est genre, tu vois, des petits enfants qui joueraient à la poupée et qui diraient bon alors vas-y, on dirait que moi je suis une princesse rebelle et que je fais ça et gna, tu vois, t'as pas une impression d'un univers vraiment construit. Il y a plein de trucs qui sont problématiques dans. Bah on va y venir, je pense. Donc ouais, il y a beaucoup de choses aussi au niveau des thématiques qui sont bordéliques. On va commencer par ce qui fâche le moins et on finira sur ce qui nous a fâché le plus. D'accord. Donc c'est qu'au départ, une des intentions de la série, c'était d'avoir un message écologiste. C'est vrai que la série met beaucoup l'accent sur justement le respect de la nature. C'est-à-dire par exemple la sorcière blanche qui protège la forêt, qui apprend à Fantagaro à respecter tous les êtres de la forêt, à parler aux poissons, aux tortues et tout ça. Et puis ils sont là, oh ne me pêche pas, ne me tue pas. Enfin voilà. Par contre les signes c'est des connasses. Les signes c'est des poufiasses quand même. Parce qu'à la fin il y a un signe qui fait oh Romualdo vas-y fais-moi un bisou, je suis trop belle. Ah oui c'est vrai, je m'en souviens. Mais c'est une salope en fait la signe, excusez-moi de dire ça. Et après il embrasse une espèce de crapaud bizarre. Ouais. Le seul qui parlait pas c'est quand même bizarre. Enfin bref, ça on en reviendra. Je sais pas ce que ça veut dire ça comme. Bah il y a un conte justement de fées où c'est la princesse et le crapaud et qui avait été repris aussi par Disney. Oui mais embrasser le seul qui lui dit rien. Eh ben oui, bah c'est pour dire que Fantagaro justement elle dirait jamais ça parce qu'elle est censée la reconnaître quand t'aimes quelqu'un. De toute façon c'est un abruti, après il devient amnésique, il se rappelle de rien. Enfin, bon, c'est le mec, non c'était avant qu'il était amnésique. Oui, avant. Non mais le mec de toute façon c'est une des gens, on se demande comment il peut être roi. Enfin, la deuxième partie du 2. Non mais attends. On va en venir après. Pour l'instant sur le message écologique, attends on en parle après. Donc le message écologique est quand même fort parce qu'on nous enseigne ce respect-là. Il y a carrément un truc dans le 2 où justement Romualdo doit passer des épreuves pour avoir le droit de passer dans une forêt avec les enfants de légumes-man justement de Téléchat. Ah oui, où il doit refuser. Et il doit faire 3 épreuves. La première épreuve, elle lui dit vas-y, tu dois chasser des animaux de ma forêt et les buter. Le mec il se dit c'est quand même bizarre, puis il y a 30 minutes elle voulait pas qu'on chasse, elle voulait pas qu'on fasse des trucs, là elle me dit tuer ces animaux, je vais lui dire non. Donc elle dit bon bah je te donne une deuxième épreuve, il faut que tu coupes cet arbre super vieux et trop bien. Et le mec il se dit ah mais non quand même, il y a 30 secondes elle m'a dit ouais la nature c'est trop bien, je vais dire non. Troisième épreuve elle lui dit alors attendez vous allez rire, elle lui dit ouais je veux que tu changes le cours de l'eau, c'est-à-dire que ça coule dans ce sens là, tu le fais couler dans l'autre sens. C'est impossible hein. Et ses potes ils font ah mais c'est trop possible, vas-y je te fais des calculs, je sais comment faire et tout. Et là Romualdo il dit mais non, la vie, la forêt, on ne peut pas changer les choses. Non mais parce qu'il y a des poissons qui lui parlent. Oui, t'as le poisson qui dit vas-y ne me tue pas, sinon après je pourrais pas aller communier et faire l'amour dans la mer. Enfin il lui dit des trucs comme ça en gros, parce que ça parle d'amour, de reproduction et compagnie. Donc il dit non. Et la reine de la forêt elle dit bah bravo, c'est ce qu'il fallait faire, tu vois. Donc vraiment il y a un message sur le respect des animaux de la forêt. Ouais, après, et en même temps il maltraite des chats et des oies, donc c'est quand même un peu particulier. Puis le caillou, c'est-à-dire genre faut pas lancer les cailloux, ça fait mal, mais bon il y en a un qui dit ok je suis trop ton pote, tu peux me lancer, moi ça m'excite. Bon bah si tu veux, il est un peu sado, vous voyez, c'est un peu le 50 nuances degrés de la forêt ce caillou quoi. Ah oui j'ai bien aimé l'explication parce qu'en fait elle a un caillou que quand il le jette, ah oui il revient. L'explication du fait qu'il revienne, vas-y, je suis un vieux caillou, on n'est plus beaucoup comme ça. Voilà c'est la vie, c'est comme ça. Mais surtout qu'au début il dit ah mais fais attention, tu vas me faire mal et tout, et quelques épisodes plus tard il dit vas-y lance-moi, et c'est un autre hein. Non c'est le même et il fait vas-y non parce qu'au début il lui dit ah vas-y va doucement, et en fait quelques épisodes plus tard il lui dit ah vas-y lance-moi, ah t'as vu c'était trop bien, j'ai trop bien frappé et tout, genre ça l'excite alors qu'au début il voulait pas qu'elle le lance, tu vois, enfin c'est un peu compliqué. Donc voilà, on a ce côté écologique quand même qui est plutôt voilà pour l'époque c'est plutôt sympa. Bon ils ont essayé c'est facile. Ils ont essayé, mais comme tu vois il y a de l'ambivalence, et il y a un autre thème qui est très ambivalent et qui était un peu the thème principal qui a motivé le créateur de la série, c'est le féminisme. Et oui, oh mon Dieu, oui, le créateur de la série considère donc La Caverne de la Rose d'Or comme une œuvre féministe. Non mais ça l'est pas du tout. Et là encore on va voir qu'il y a un problème, c'est-à-dire que tout l'univers mais tout l'univers de Fantagaro, toutes les 5 minutes vous avez droit à une phrase sexiste mais comme pas possible.
Bon, là on se dit c'est de l'exagération, c'est censé montrer que oui, Fantagaro elle se rebelle, c'est trop bien, elle a trop raison de vouloir dire moi je choisis qui je veux être, je choisis mon rôle, je me laisse pas l'imposer et tout. Ça c'est très bien pour les petites filles. Moi j'étais très contente d'avoir un personnage de princesse comme ça. Le problème, elle est comme ça pendant le film, mais à la fin du film, elle revient au statut de reine, donc elle revient à ce que la femme devrait faire, quoi. Oui, mais là elle est reine parce que son père a dit, mais elle a envie d'être une reine différente, c'est-à-dire une reine mais à chaque fois égale à un roi. Différent, oui, mais c'est les hommes. C'est pas bien. C'est ça, les hommes tout le temps continuent à lui faire chier. Elle est toujours en combat pour s'affirmer en tant que femme. Ses sœurs lui disent mais t'as pas le droit d'être comme ça. Mais ça, tu vois, c'est intéressant, c'est-à-dire que ses sœurs, c'est le produit de leur époque, et c'est un peu ce qu'on a dans notre société maintenant, où tu as notre génération qui se bat, mais tu vois par exemple la génération de ta mère ou ta grand-mère ou autre, sont ancrées dans des pratiques d'une certaine société. Enfin, je prends un exemple comme ça, mais tu vois des femmes des générations d'avant. Mais Fantagaro est pas montrée vraiment comme un personnage positif au final, parce qu'elle est conne, elle est égoïste. Mais elle le fait pour elle. Elle le fait pour elle parce qu'elle veut être comme ça, mais elle s'en fout de faire du mal aux autres. Des exemples positifs. Bah non. Pas du tout. Elle est toujours en train de les rabaisser et tout. Non, elles sont pas montrées comme des exemples positifs, ces sœurs. Enfin, le téléspectateur. Moi, en tout cas, je parle pour moi. Je l'ai vu comme ça. Hein. Je les ai jamais vus comme des trucs positifs, mais par contre, le père de Fantagaro va les prendre en exemple, et la société va les prendre en exemple, en disant Fantagaro, c'est comme ça que doit être une femme. Tu vois? Là, oui, c'est pris positivement. Mais elle a envie de dire non, j'ai envie de choisir d'être comme je suis. Je veux être reine, mais reine à ma façon, et elle se rebelle tout le temps. Et on voit même dans son couple avec Romualdo, on voit même que ça fonctionne pas. Il y a plein de fois, ils se prennent la tête, il lui dit fais pas ça. Et puis à chaque fois, elle lui désobéit tout le temps. Les seuls personnages qui s'émancipent, au final, ils sont montrés comme négatifs, parce que elle, le fait qu'elle s'émancipe et qu'elle essaie de trouver sa propre voie, c'est problématique, puisqu'on lui dit qu'au final il faut pas qu'elle fasse ça, il faut qu'elle soit dans son rôle de reine. C'est ça. Et regarde après, les deux sorcières sont négatives. Alors que c'est des personnages féminins qui sont émancipés. Mais après, plus tard dans le 4e épisode, tu as le personnage d'Angélique, qui est joué aussi par une française, qui est en fait une fille de roi, et qui est montrée de façon hyper capricieuse, égoïste et compagnie, et qui part à l'aventure parce qu'elle va absolument voir Tarabas, parce que tout le monde lui en parle et tout, elle le kiffe à fond et compagnie, et bon, à la fin elle a son Tarabas, mais elle évolue pas plus que ça, tu vois. Même le personnage de Esmeralda qu'adopte donc du coup Fantagaro, c'est pareil, elle est casse-couille. Enfin, il y a aucun personnage féminin qui soit attachant et positif. Je suis désolée. Après, il y a aucun personnage tout court qui soit attachant et positif. Fantagaro, elle a un problème. Moi, je pense que Fantagaro est drogué. Non, mais les personnes. Alors, on va venir. Tu vois, le problème de Romualdo, c'est que Romualdo est un personnage homophobe. Ah oui, totalement. C'est-à-dire que dans le premier, Romualdo se sent attiré par le fameux conte de Gousse d'Ol. Oui, il est attiré par Fantagaro qui se fait passer pour un mec. Il sait pas que c'est Fantagaro. Et plutôt que de se dire... Et ça lui pose de problème, mais plutôt que se dire... plutôt que se dire je suis attiré par un homme, il dit non, c'est obligé, c'est une femme parce que je suis attiré et c'est pas possible. Et il va faire plein de tests et tout pour prouver que c'est bien une femme et qu'il a raison. Ça peut vraiment pas être possible d'être attiré par un homme. Et quand il y a un de ses sbires qui lui dit en se taquinant vas-y, t'es amoureux machin, limite il va le buter. Enfin limite il veut le buter quoi, parce qu'il supporte pas ça quoi. Enfin il est très dans sa virilité. Je veux dire il y a plein de trucs comme ça tout au long de la série. C'est clairement homophobe. Et il y a tout un espèce de pan de virilité toxique où Romualdo veut arrêter la guerre, et t'as tout le monde autour de lui qui lui dit mais non, faut se battre, c'est trop bien. Faut se battre, c'est trop bien. Et puis la guerre c'est bien. C'est pareil dans le 2. Il part en guerre contre la sorcière noire pour libérer le père de Fantagaro. Et il prend pas Fantagaro avec elle, il se dit vas-y, tu dois rester là parce que t'es une femme, il faut que tu... Et alors, il se fout de sa gueule en disant mais t'es une reine, il faut bien que quelqu'un reste ici pour diriger. Et Fantagaro lui dit mais mes sœurs elles peuvent le faire, je veux dire, tu sais que je suis compétente à l'épée et tout ça, je peux t'aider. Elle l'a prouvé dans le 1 qu'elle était compétente. Attends, elle a quand même montré qu'elle était plus compétente que lui. Oui, elle l'a battu. Combat et tout, faut pas déconner. Elle le bat plusieurs fois. Mais oui, il faut pas déconner au bout d'un moment. Il faut l'apprendre pour partir en guerre. Par contre, les combats, ils sont moches. Bon, les combats, c'est juste, je tire mon épée, je tape. Bon, voilà, c'est pas terrible. Mais je veux dire, clairement, on a un personnage qui est compétent et que on repousse parce que c'est pas bien pour un homme oui, voilà, on a un personnage compétent
mais qui est mise de côté parce que c'est une femme et que ça fait pas bien pour un mec de faire ça. Et à chaque fois, à chaque début de truc où on voit Romualdo, le mec part dans sa virilité, c'est sa virilité qui fait qu'il lui arrive le souci. Dans le 3, le mec il est genre à fond, genre oui je vais sauver les bébés de mes belles-sœurs, gna gna gna, il se jette à fond dans le combat et tout, il écoute pas ce que dit Fantagaro et surtout change en pierre. Donc il sert strictement à rien. Mais on en parle de cette fin du 2 où enfin, on s'est déjà tapé bien 1h30 de film et on arrive à la conclusion puisque ah oui bah là ils aussi se sont débarrassés de la reine, mais Romualdo est devenu une amnésique. boule dans sa tête qui est rentrée dans sa tête et qui l'a rendu amnésique et il se rappelle pas en fait de Fantagaro. Donc elle essaie de lui dire mais tu te rappelles pas de moi mon amour et tout, et le mec il fait mais c'est bon, tu me séquestres, je veux partir, dégage. Et c'est long. Putain. Voilà, et il s'en va et en fait il recrée toute leur scène de rencontre s'était déjà tapé dans le premier. Ouais. Il la recrée, ça dure 30 boules et 30 ça veut rien dire. 30 ans, excusez-moi. Ça dure 30 ans. Ouais. Voilà, 30 ans. Et quand il se rappelle, j'ai bobo à la tête, je suis encore inutile, oh là là, j'avais la sorcière en moi. Et bien sûr, même pas foutu de la combattre. Qui c'est qui doit la combattre? C'est Fantagaro. Et qui c'est qui vient après les aider? C'est la sorcière blanche. Voilà. Mais le mec est incapable. Et ensuite, par la suite, vu que le gars, justement, l'acteur voulait plus jouer dedans, donc il en transforme en pierre. Ouais. Donc à la fin, il faut qu'elle le réveille en lui mettant une poudre spéciale qu'elle a obtenue en faisant un bisou à Tarabas et qu'elle lui fasse un bisou après. Et ensuite dans le 4, vu que l'acteur voulait pas du tout être là, ils ont mis des images des premiers tués. Ouais non mais au tout début, non à la fin, excuse-moi je sais plus, mais c'est pire, c'est-à-dire qu'en gros ils ont utilisé le père de Tarabas qui a pris Romualdo et l'a transformé en espèce de monstre, enfin en espèce de gars tout moche. Et le mec pendant tout l'épisode, il fait sa victime en mode je suis trollé, elle peut pas être avec moi, vas-y Tarabas, prends-la, je te la donne, gna gna. Mais il essaye même pas de la reconquérir. Non, mais il essaye même pas de lui dire que c'est lui, et il essaye même pas de trouver un moyen pour s'en sortir. Je veux dire, en fait, c'est une victime pendant tout le... Alors que tout ce qu'il fallait faire, c'est buter le père de Tarabas. Le mec, il l'a engagé pour être son laquais. Il pouvait l'empoisonner, il pouvait faire plein de trucs. Et puis, il pouvait dire à Tarabas et à Machine, c'est moi, vas-y, tous les trois, on le bute, quoi. Non, il essaye même pas de s'en sortir. Le mec, il est là, il attend. Et c'est vraiment, d'habitude, c'est la femme qu'on voit comme ça dans ce genre de conte de fées. Tu vois, tu prends les Disney. Moi, ça m'énerve. Un truc, tu vois, que je montrerai jamais si j'ai une fille. Je lui montrerai jamais la petite sirène, par exemple, parce que moi, ça me gonfle. Parce que c'est une fille qui perd sa voix pour un mec qu'elle a vu 30 secondes. Mais comment tu peux choisir de perdre le droit de t'exprimer et de t'imposer, de dire qui tu es, de discuter et de tout ça pour un mec? C'est aberrant qu'on montre ça aux petites filles. Et c'est pareil pour Blanche-Neige, pour La Belle au bois dormant et tous ces trucs de contes de fées pareil. Voilà, c'est la fille et Cendrillon. Comment tu peux te laisser victimiser comme ça et pas te barrer, quoi? Sérieux. Moi, je te jure, petite, ça m'énervait. Mais vraiment, tu vois une petite fille comme ça, ça m'énerve. Voilà, bref. Et du coup, c'est un des points positifs que j'aime dans La Caravane de la Rose d'Or, c'est que vraiment, c'est elle qui fait l'inverse, et du coup j'espère que les mecs ils voient un peu ce que ça fait quand on est soumis et qu'on peut rien faire. Ouais, mais par contre le film il a chié, donc oui non mais c'est dommage, il y avait vraiment des bonnes idées, mais je me demande si avec plus de budget et peut-être de meilleurs auteurs ça aurait pas été intéressant. Moi tu vois, du coup je serais tentée par carrément un reboot. Un remake, oh non. Ouais, un reboot ou un remake. Non mais je trouve que ça serait intéressant, surtout dans le contexte actuel, offrir justement des modèles comme ça de princesses qui se défendent, c'est quand même pas mal. Il y a un truc dont on n'a pas parlé. Ouais. Donc ça va être super machiste de passer sur ce point-là, mais... Vas-y. Le look Mireille Dark. Le rôle Mireille Mathieu. Mais alors attends. Se coupe les cheveux. Pourquoi dans le premier, je comprends qu'elle se coupe le cheveu puisqu'elle est censée être un mec. Mais après, ça n'a aucune putain de logique qu'elle se coupe les cheveux. Mais c'est une perruque qu'elle a ou elle s'est coupé les cheveux comme ça? Je pense que c'est une perruque. J'espère pour elle. Parce que tu vois bien ses cheveux. Attends. Alors en plus, c'est débile. Alors attends. C'est vraiment la coupe de Mireille Mathieu, la même. Mais c'est débile parce qu'après, il y a une scène où elle est censée donc être un mec qui est déguisé en femme. Et on voit très bien qu'elle a un chignon derrière. Donc elle a dû virer sa perruque pour faire un espèce de chignon. Parce que c'est pas possible avec la coupe qu'elle a de faire le chignon qu'elle a, tu vois. Enfin, c'est complètement débile. Donc je pense que c'est une perruque, quoi. Enfin, qui saint d'esprit se coifferait comme ça par Mireille Mathieu ou Mireille Dark? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais c'est un scandale. C'est un scandale. Votre mère s'appelle Gilbert. C'est une... Je vais lui faire cracher de l'eau. Je vais lui faire cracher de l'eau.
Petite référence à Sophie Le Repas. Un jour, on va le faire, la saga des cœurs brûlés des yeux d'Hélène. Hein. Je connais tout par cœur, j'ai encore les romans et j'ai l'OST sur une cassette audio. Elle est très fan de... Oui, je suis fan. D'une saga de l'été avec Mireille Darc. Oui, je suis trop fan. Où il y avait cette fameuse... Si tu veux nous... Vas-y, fais-le. Je sais que tu... Non, je ferai pas ce que tu meurs d'envie de le faire. C'est du spoil, je ferai pas. Que ta mère... Ta mère s'appelait Gilbert, c'était une catin. Je suis sûr que je le fais mal. C'est du spoiler. Ah. En tout cas, elle était en train de boire pendant que je l'ai fait, elle a failli tout cracher. Non, parce que je revois à chaque fois l'image. Voilà, me parle pas de Frédéric Volvani parce que là, on si vous voulez, je le rajouterai dans la liste. Débloquez-moi. Ah, non, je regarderai pas ça. Hein. Ah, je vous promets, je regarderai pas ça. Si, alors t'as Daniel Evenou qui en fait des caisses. Et puis il faut que tu vois la scène où Mireille Darc se prend du vitriol dans la gueule. C'est magnifique. Mais tu sais, ça fait 10 ans. Ça fait longtemps qu'on est ensemble. Et depuis qu'on est ensemble. Je sais que ça fait 11 ans qu'on est ensemble et 12 ans qu'on se connaît à peu près. Ah ben ça fait 11 ans qu'elle me parle de ce truc. Je ne regarderai. Un jour j'y arriverai. Je veux trop les coffrets DVD. Je sais qu'ils sont sortis. On les avait vus à Sora. Mais je vais les acheter. Ouais, mais ils étaient trop chers. Faut que je trouve un prix abordable. Faut pas déconner non plus. Mais je les achèterai, je te jure, c'est trop bien. Mais je pense que plus de 2 euros. Je connais le générique de début et le générique de fin des yeux d'Hélène Parker. Je peux tout le chanter. C'est magnifique. Est-ce qu'on n'a pas fait un peu le tour Non, mais voilà. Mais je pense que tu vois la caverne de la Rose d'Or. Si vous avez vraiment un bon avis nostalgique dessus. Le revoyez pas. Parce que oui, vous allez rire, mais ça va vous faire un choc. Mais vraiment. Ou alors, vous voyez ce que je vous disais. Voilà, regardez sur YouTube, il y a des petites scènes marrantes et puis. Non, mais ce que je vous disais, la vidéo de Pralinus. De Pralinus, oui, dessus, qui était intéressante. elle est vraiment intéressante. Ouais. Mais regardez tout ce que fait Pralinus. Hein, moi, je trouve ça très cool. Je ne peux que lui faire de la pub parce que c'est vraiment. Une bonne chaîne. C'est vraiment une chaîne intéressante. Voilà. Mais pour conclure un peu sur la caverne de la Rose d'Or, voilà, il y a des points positifs. Comme il y a beaucoup de points négatifs. Le féminisme et le côté écologique qui était intéressant. Mais où tu le vois le côté écologique. Ah bah si, quand même, le respect de la nature, James. Faut la respecter cette nature. Bon, mais c'est maltraité parce que justement, on va avoir, c'est-à-dire on va avoir des choses négatives qui apparaissent alors qu'à la base, il y a une bonne intention, mais ils ont absolument pas compris comment traiter leur sujet. Et ça, c'est vraiment dommage. Voilà, moi après, je retiendrai. Alors, bizarrement, le casting, je le retiendrai dans le positif. Ah bon, parce qu'il m'a fait mourir de rire avec ce côté vraiment surexagéré. Ah oui, Tarabas. Moi, j'étais team Tarabas parce que déjà, il était un peu plus compétent que Romualdo. Hein. Moi, je suis team. Mais moi, mais quand j'ai vu l'épisode 3, je fais, mais laisse-le en pierre, vas-y, casse-toi avec Tarabas. Moi, je suis team Capaldo. C'est le meilleur. Cataldo. Ou Ivaldo. Ivaldo, je ne sais plus. Bon, des deux. Ce nom, mais comment tu vas appeler ton enfant Catal? Bah attends, Fantagaro, mais pourquoi il y a que des... Alors, ils sont tous avec des O à part Caroline et Catherine. Voilà, c'est fantastique. Moi, j'aime le roi qui change d'avis toutes les 5 minutes. C'est génial. Non, mais trop bien. Voilà, et puis franchement, le doublage français, il est trop bien. Alors, on n'a pas parlé de la musique, il y a 3 thèmes. Il y a 3 thèmes qui reviennent tout le temps. Vous avez le générique. La musique pour les scènes d'amour et ensuite la musique de suspense un peu de mystère et il y a un 4e thème à partir de l'épisode 3 quand il y a Tarabas qui arrive, il y a un petit thème un peu mystérieux. Ouais, c'est un thème mystérieux sexy, tu vois, pour le personnage. D'accord. Voilà, c'est très synthé. On n'a pas parlé des. Ça fait très années 80. Dans le premier, il y a 3 espèces de. Comment des scènes déjà? Putain merde. Ah non, mais dans la scène cliché là, avec les soi-disant premiers maris qui sont promus au fixe. Non, ah oui, oh putain, c'est ridicule ça. Non, les veilleurs, putain merde, pas les prophètes, Ah, les voyants là. Ouais, il y a des voyants. Non, mais eux ils sont bourrés total. Avec celui qui crache du feu, je ne sais pas pourquoi, il y en a un qui crache du feu. Il parle pas, il fait que cracher du feu. C'est fantastique. Je sais pas, non mais enfin c'est stupide. Non mais en plus l'aspect magicien voyant c'est pas du tout bien utilisé. Enfin. Non mais tout l'aspect mystique de la série. Non mais à part la sorcière blanche. Qui devient des fois le chevalier blanc. Oh mais ça c'est ridicule. C'est ridicule. Et puis après elle disparaît. C'est la même actrice sauf qu'elle a un book, elle a un faux book. Non mais le maquillage est très mal fait. Ouais. Enfin il y a un gros problème de maquillage. À part sur Brigitte Nielsen qui a un maquillage fantastique. Voilà. Je suis désolée, c'est vrai. Et je te jure, comparer une photo de Evil Queen version Once Upon a Time saison 1 maquillage avec une photo de Brigitte Nielsen dans la caverne de la Rose d'Or, vous verrez le maquillage est similaire. Il y a de l'inspiration. Peut-être. Obligé. C'est comme ça. Peut-être que c'est inspiré du truc de Disney, donc ça fait. C'est la même inspiration. Ouais. Et pourtant, elle tourne pas sur elle-même. Hein. Elle rit pas tout le temps. Donc.
Mais elle surjoue un peu, mais ça marche bien, je trouve, Lana Parrilla. Moi, j'aime bien. Ouais, on va peut-être arrêter parce que j'ai un peu chaud et j'en peux plus. J'en ai marre de parler de ce truc. Voilà. Bah écoute, j'espère que déjà on remercie encore. Merci Daisuke. Voilà, j'espère que tu auras apprécié ce moment de compagnie. Qu'on t'aura peut-être donné envie de revoir, je sais pas, dans un élan j'espère pas pour toi. De déprime. Remarque, si on déprime, je trouve que c'est bien de revoir la série parce que vous allez rigoler. Vous allez finalement avoir du recul sur votre propre vie. Il y a des trucs qui sont pires que ce que j'ai vécu dans ma vie. Voilà. Il y a Fantagaro. Il y a des gens qu'on jouait dans la caverne de la Rose d'Or. Mais franchement, si t'enlèves la drogue, la mauvaise écriture et le peu de budget, franchement, ça peut être sympa. Je rêve de recroiser Isabelle, Alessandra Martinez. Tu vas le voir, alors, Fantagaro. Fantagaro. Et il va te dire, tuez-le. Et puis elle te regardera et puis elle se marra. Voilà, mais non, mais c'est de la elle enlèvera sa perruque et sous sa perruque elle aura. Mais tu sais à quoi elle me fait penser dans le jeu? À Thierry Lafronde. Quand elle joue, c'est exactement pareil qu'elle serait. Tu te rappelles le sketch des Inconnus où il refaisait Thierry Lafronde? C'était comme ça Thierry Lafrance, je crois. Mais c'est exactement pareil. Exactement pareil. Non, mais vraiment. Avec ces connards d'anglais. Ah, bien. En fait, j'ai envie de dire, merde, revoyez-le, la caverne de la Rose. Non, s'il vous plaît. Moi, j'ai bien ri. Mais je vous force pas à tout voir, mais au moins, voyez les 2 premiers épisodes. Non, putain. Ah, si, voyez Brigitte Nielsen. Non. Alors, tapez sur YouTube, Caverne de la Rose d'Or, Brigitte Nielsen. Surtout que dans le premier, il y est pas. Le premier, c'est pire, je pense. Oui, le premier, c'est mais le premier, c'est juste un mec qui s'interroge sur sa sexualité et qui se demande s'il est gay ou pas. Et il se dit, c'est pas possible. Dans ce monde machiste, je ne peux pas aimer un homme. Non. Alors excuse-moi le mec, franchement, déjà excuse-moi, il est très con pour s'interroger sur ça. Non mais c'est très, enfin moi je trouve que ça aurait été plus cool qu'elle soit un homme et qu'on ait une relation à la fin. Ça aurait été cool d'avoir une histoire d'amour justement homosexuel. Là ça aurait été vachement culotté pour les années 90 quoi. Oui mais c'est pas un mec. Ouais, mais ça aurait été cool, quoi, que ce soit un mec, en fait. Qui lui dise, bah non, tu peux pas être un mec, je veux pas être avec toi, je préfère. Non, mais je trouve que ça aurait été cool qu'au final, ça soit vraiment un mec, et que du coup, on ait une histoire. Parce que regarde, Disney, ils ont jamais fait ça. Ouais. Alors, ils te laissent sous-entendre qu'il y a des persos qui seraient peut-être bientôt homosexuels, mais moi je trouve que, surtout dans notre société actuelle, tu vois, refaites un reboot de la caverne de la Rose d'Or. Oh non, mais arrête de demander ça, il y a des gens qui vont t'entendre. Vas-y, alors donnez-moi de l'argent, je vais le filmer. Non, s'il vous plaît. Et je chercherai tous les acteurs qui peuvent le plus possible surjouer, quoi. Et si tu vas récupérer des gens du casting. Je prends Nicolas Cage dans le rôle de Romualdo. Ou dans le rôle du roi. Dans le rôle de Fantagaro, Nicolas Cage. Oui. Ah, je reprends Brigitte Nielsen, parce que quand même. Et Kim Rosie Stewart. Oh non, je le prends pas, lui. Non, il faut Nicolas Cage. Nicolas Cage dans tous les rôles. Nicolas Cage qui double Caillou. Tu prends Bradley Cooper pour faire Capaldo. Cataldo, pas Capaldo. J'ai envie de l'appeler Capaldo, moi. Cataldo. Putain. Mais c'est vrai, alors revoyez, vous verrez. Et franchement, le gars, on dirait Bradley Cooper avec une espèce de. Pas de mi. Ouais, une espèce de permanente. Bizarre. Mais ça fait très années 80. C'est très italien, ouais. Ouais. Mais non, on dirait un film des années 70, je te dis. Je sais pas, mais c'est bizarre, quoi. Bon, on a fini, on va peut-être. Oui. Bah écoutez, je pense qu'on a bien fait le tour de la caverne de la Rose d'Or. On vous invite à ne pas regarder la caverne de la Rose d'Or. On vous invite, alors quand l'émission sortira, parce que quand même notre tipeuse a l'exclusivité mondiale de l'émission. Donc qu'elle en profite bien, j'espère que ça lui fait plaisir. N'hésite pas à venir nous donner un peu tes impressions sur la caverne de la Rose d'Or. Et vous, chers auditeurs, quand vous entendrez ce bonus, on vous encourage aussi à venir parler avec nous de ce traumatisme ou des scènes qui vous ont fait rire. Si vous avez des traumatismes d'enfance que vous voulez partager avec nous, moi c'est Légume Man. Vous pouvez typer, on en fera une émission. D'ailleurs pendant qu'on regardait, je chantais Légume Man. Légume Man. Ah mais non, mais c'est Marionnette. Putain, c'est Marionnette. Tu es l'enfant de la terre, le soleil. Bon, s'il vous plaît, allez, j'ai trop chaud, j'en ai marre. D'accord. Bon, écoutez, si vous voulez nous retrouver, vous savez toujours, il y a le site internet James et Faye. Vous tapez aussi James et Faye sur les réseaux sociaux, comme ça vous retrouvez toutes nos émissions. Vous avez aussi le Discord pour venir discuter avec nous, ainsi que le Twitter. Voilà, vous aurez tout dans la description avec des petites vidéos rigolotes. On vous mettra des extraits de Brigitte Nielsen, des photos de Brigitte Nielsen peut-être, on ne sait pas. C'est fantastique. En tout cas, on vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine émission et peut-être un prochain bonus, soit qu'on aura envie de faire, soit que vous aurez débloqué. Voilà. Et je n'ai que faire de vos élucubrations. Et moi je fais voilà. Brigitte Nielsen forever. Je finirai sur ça. Allez, à bientôt, ciao. Cela suffit. Je n'ai que faire de vos élucubrations.